Bonjour, je suis Estelle Métro, j'accompagne les femmes et les hommes dans leurs enfantements à leur façon et aujourd'hui je reçois Catherine Emmanuel Delille, créatrice du site Femmes sans enfants et thérapeute en relation d'aide au Québec. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, Catherine Emmanuel, et je te remercie de nous offrir ce soir de rencontrer, de mieux connaître, de mieux reconnaître la réalité et même les réalités diverses des femmes sans enfants, leurs défis, leurs besoins, leurs ressources. Alors vous qui êtes là et qui visionnez ce live ou qui visionnerez la vidéo, dites-nous dans les commentaires comment cette réalité vous concerne. Est-ce que vous êtes une femme sans enfant pour l'instant, une femme sans enfant pour la vie, une femme sans enfant par circonstance de la vie ou bien par choix? Ou est-ce que vous êtes l'amie, la sœur, la mère ou le compagnon d'une femme sans enfant et cette situation vous touche, vous questionne? Peut-être que, comme moi, comme nous, vous êtes accompagnant, accompagnante ou thérapeute et vous rencontrez des femmes sans enfants ou des hommes sans enfants dans votre pratique. Dites-nous qui vous êtes, comment cette thématique vous touche et ce qu'elle vous fait vivre. Alors, Catherine Emmanuel, est-ce que tu voudrais bien nous dire qui tu es, quelle est ton histoire et ce qui t'a amené à créer ce site de référence qu'est Femmes sans enfants? Comment est-ce que tu es devenue spécialiste de ce sujet? Bien, tout d'abord, je te remercie, Estelle, pour ton invitation, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée, puis c'est un plaisir pour moi de te retrouver grâce à Internet, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en chair et en os. À Paris. Ça fait longtemps, à Paris, sans masque. Donc, oui. Alors, qui je suis? Je m'appelle Catherine Emmanuel Delille. J'ai créé en 2012 le site femmesansenfants.com parce que mon souhait le plus cher lorsque j'ai créé ce site, c'était d'aller à la rencontre de femmes comme moi, de femmes sans enfants par circonstance, parce que j'avais la profonde conviction qu'elles existaient quelque part, mais je n'avais pas encore eu la chance de les rencontrer. Mais j'aimerais on va remonter un petit peu dans le temps ensemble pour que je vous explique qu'est-ce qui m'a amené à créer Femmes sans enfants. Donc, en fait, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours eu un contact naturel avec les enfants, spontané, instinctif. Donc, pour moi, c'était clair que j'aurais des enfants. C'était pas une question, c'était une évidence. Et là, est arrivé l'âge de la puberté. Ma puberté n'arrivait pas. Donc, avec ma mère, on a décidé d'aller consulter dans un hôpital pour enfants. Et j'ai passé plusieurs tests pour réaliser que j'étais en ménopause précoce, donc je n'avais pas d'ovule avant même ma puberté. Donc, en fait, ce que j'ai su à ce moment-là, c'est que je ne pourrais jamais avoir d'enfant naturellement parce que je n'avais pas d'ovule. Et, tu sais, je me vois prendre une grande inspiration parce que ça a été vraiment un choc. Pour une si jeune fille. Ouais. Pour une si jeune fille, pour moi, pour ma mère, d'apprendre ça. Et comme je dis souvent, quand je raconte cette histoire, on est retournés les deux en voiture suite au rendez-vous et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pleuré, on n'a pas parlé tout le long du trajet. Puis, ça a été comme le seul moment où il y a eu une sorte de communion autour de ce sujet-là entre ma mère et moi, puisqu'après, on suivit des années de refoulement et de non-discussion autour du sujet, parce que mes parents, en fait, ne voulaient pas exacerber ma souffrance. Ils croyaient bien faire, ils se disaient que c'était mieux de ne pas en parler. Mais ça a eu un effet un peu dévastateur sur moi parce que ça m'a amené vraiment dans une dynamique de refoulement et de non-importance de mon vécu jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 35 ans, que je commence ma carrière d'enseignante et que je commence à être déclenchée partout, tout le temps. Déclenchée? Oui, déclenchée dans ma souffrance.
Mmh. Donc, les déclencheurs que j'appelle étaient un peu partout. Donc, c'est sûr que j'œuvrais dans un milieu très pro-nataliste, donc entouré de gens qui ont des enfants et qui travaillent auprès des enfants. Et c'est devenu extrêmement difficile de naviguer dans ma vie de tous les jours, entourée de tous ces déclencheurs au quotidien. En plus d'avoir mes amis qui commençaient à fonder leur famille, tout ça. Et j'ai réalisé que je devrais, en fait, vers l'âge de 35 ans, faire quelque chose pour m'occuper de ce deuil-là. À cette époque, je ne savais pas que c'était un deuil en soi. Mais donc, ce que je devais faire, c'est commencer à en parler. C'était ça mon besoin. Parce que je me disais qu'en en parlant, ben là, je tomberais sur des femmes comme moi, des femmes au vécu similaire. Puis, comme je disais au départ, quand tu m'as posé la question, j'avais la certitude que ces femmes existaient quelque part, c'est juste que personne n'en parlait. Donc, suite à un coaching avec une Américaine qui s'appelle Lisa Menterfield, qui a duré plusieurs mois, j'ai ressenti un grand vide avec la fin de ce coaching. Et je me suis dit, ben, c'est pas vrai que je vais retomber seule après avoir été en contact avec d'autres FSE, femmes sans enfants. Donc, c'est là que j'ai décidé de plonger parce que j'avais appris à l'université comment faire un blog dans un cours que j'avais suivi. Et à l'époque, c'était plus tendance d'avoir des blogs. Donc, moi, j'ai juste en fait, mis en pratique ce que j'avais appris à l'école et je me suis dit, je vais lancer un blog. Et bien, c'est comme ça que l'aventure Femmes sans enfants est née, tout simplement. Je dis tout simplement, mais en fait, c'est pas si simple parce que, en fait, c'est loin d'être simple parce que ça a eu un gros impact dans ma vie et ça a participé grandement à ma transformation et surtout à l'acceptation de ma vie sans enfant par circonstance. Et je suis passée de la résignation à la prise de parole et avec le temps à l'acceptation de ce statut hors norme, ou on pourrait dire particulier, pour une femme dans la société. Et enfin, et c'est toute une réponse à ta question. Hein? Oui. Et c'est pas fini. Ça, c'est toute une histoire, hein, parce que en fait, c'est pas une histoire, c'est un parcours. Et j'ai créé ensuite des groupes de rencontres sur Meetup pour que les femmes puissent interagir entre elles, donc à Montréal, à Québec, à Paris, à Genève. Et enfin, finalement, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de pouvoir soutenir concrètement ces femmes en deuil de la maternité en devenant thérapeute en relation d'aide, donc TRA. Depuis juin, je peux accompagner les femmes sans enfants en deuil de la maternité et aussi celles qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et pour qui c'est quand même un défi de naviguer avec cette identité-là dans la société actuelle qui considère pas tout à fait encore ce choix comme un choix acceptable ou valide ou normal ou possible. Donc, c'est un peu voilà mon parcours en résumé. Bon, on va développer évidemment ensemble dans toutes ces rencontres avec toutes ces femmes. Qu'est-ce que tu as repéré en fait à la fois des points communs dans ce statut et dans cette identité sociale de femmes sans enfants, et puis également, qu'est-ce que tu as repéré peut-être de diversité de leur
de leur parcours et de leurs défis, peut-être des défis communs et des défis qui sont liés à leurs histoires, à leur parcours, comme tu disais. Ben, en fait, ce qui me frappe quand je pense à ta question, en fait, ce qui relie beaucoup les femmes sans enfants, c'est le peu d'espace pour s'exprimer dans leur réalité particulière. Il y a peu de, tu sais, si on parle, on pense maintenant, par exemple, au monde du travail, mais souvent quand on se retrouve dans les salles, la salle pour manger notre lunch, salle des employés, ben souvent les conversations tournent autour des enfants, des engagements en lien avec les enfants ou la famille normative. Donc, ça, c'est un exemple de lieu où c'est difficile d'exister avec ce qu'on est comme femme sans enfant, nos anecdotes, notre style de vie. Donc, ça, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi dans la famille, ça peut être un challenge d'arriver à exister avec notre réalité. Par exemple, si nos frères et nos sœurs ont des enfants, mais souvent, des jeunes enfants, mais c'est ça qui va prendre comme la pôle position qui va devenir le centre d'intérêt de discussion au cœur de la famille. Donc, je crois qu'il y a comme une forme d'exclusion sociale involontaire et en même temps, du côté des femmes sans enfants, c'est difficile pour elles de prendre une place avec leur vécu particulier parce qu'elles ont peur, en fait, souvent, elles ont peur d'être jugées en existant avec leurs particularités. Et souvent, ces particularités-là ne sont pas tout à fait acceptées. Donc, elles portent pour certaines une forme de honte par rapport au fait d'être sans enfant, d'être particulière, d'être différente. Donc, ce qui les place pour beaucoup dans une posture de solitude, de grande solitude. Je pense que cette solitude-là, en plus, est exacerbée par la pandémie. Donc, c'est loin d'être simple, tout ça. Cette question n'est pas simple, mais je pense que ce qui rejoint ces femmes-là, oui, c'est une forme de solitude et une difficulté à trouver un endroit sécuritaire où elles peuvent s'exposer, s'exprimer par rapport à leur vécu qui est particulier. Tu évoques ce vécu particulier de solitude et d'exclusion pour nombre de ces femmes et finalement peut-être un regard familial et social qui soit juge et génère une forme de honte, soit culpabilise, soit peut-être exclut sans vraiment y penser, sans vraiment y réfléchir. Qu'est-ce que tu comprends de cette source familiale et sociale, la source de ce regard-là, quoi? Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans ce regard soit jugeant, soit évitant? Ben, je pense que c'est juste un profond malaise avec la différence. Je pense c'est encore difficile d'accepter dans la société des gens qui sont pas dans la norme. Ça dérange, ça perturbe, ça met mal à l'aise. Ça renvoie aussi à ses propres choix. Par exemple, si on est un parent puis on interagit avec une femme sans enfant, ben, tu sais, c'est comme ça nous force à tourner le regard vers soi puis à se demander, ouais, pourquoi moi j'ai des enfants, tu sais. Ça peut être vraiment, je pense que c'est confrontant, c'est insécurisant, puis ça rend mal à l'aise, en fait, ça peut rendre mal à l'aise d'être au contact d'une femme sans enfant parce que, en fait, beaucoup de gens ne savent pas comment interagir sur ces questions-là de ne pas avoir d'enfants. Beaucoup de personnes ont peur de blesser en abordant le sujet. Et en même temps, souvent, ces personnes s'empêchent de poser des questions justement pour pas blesser.
Mais en fait, les femmes sans enfants, ce qu'elles veulent, ce que j'entends qu'elles veulent beaucoup, c'est de la connexion et d'être accueillies pour ce qu'elles vivent, tout simplement, et avoir aussi de recevoir une certaine écoute par rapport à ce qu'elles ont à partager. Donc, dans le fond, tu sais, ce qui est difficile pour l'entourage des femmes sans enfants, c'est arriver à accepter leur propre impuissance par rapport à ce que ces femmes-là peuvent vivre. Et, mais dans le fond, ce que ces femmes-là ont besoin, c'est à la base de l'écoute, de l'accueil et du non-jugement. Et je pense une forme de curiosité, pas une curiosité déplacée, mais une curiosité saine de la part de leur entourage pour mieux comprendre, en fait, ce qu'elles vivent et les défis qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Est-ce que pour l'entourage, finalement, ça ne demande pas de soi-même être au clair avec ses propres ambivalences, ses propres peurs de l'avenir, de ne pas pouvoir transmettre comme on voudrait, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a trait à l'ambivalence, peut-être au deuil aussi. Hein. Tu évoquais le deuil d'un certain nombre de femmes sans enfants. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur la façon dont les femmes, un certain nombre de femmes sans enfants, pas toutes, hein, certaines en font le choix délibéré, certaines questionnent beaucoup, en tout cas c'est ce que j'entends dans ma pratique, est-ce que je veux pas un enfant, est-ce que je fais le choix ou pas de poursuivre ma vie sans enfant, et puis pour certaines c'est très clair, mais en tout cas pour celles qui portent un désir d'enfant très clair et très affirmé, il y a un processus de deuil. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, je rencontre de plus en plus de femmes qui rêvaient d'avoir des enfants, puis qui n'ont pas rencontré la bonne personne au bon moment, et qui font face, dans le fond, à leurs limites biologiques, à la finalité, là, la vieillesse qui approche, la ménopause qui est de plus en plus près. Et donc, oui, ces femmes-là font, c'est comme si elles sont mises au pied du mur du deuil. Et ce deuil, c'est un des deuils les plus difficiles à faire. C'est un des deuils aussi les plus méconnus et les plus incompris parce que le deuil de l'enfant rêvé, c'est pas quelque chose de concret. C'est comme faire le deuil d'un rêve. C'est difficile à comprendre pour les gens que ce soit un vrai deuil. Parce que les gens disent, ben voyons, tu n'as pas eu d'enfant. Il n'y a pas eu une vraie personne concrète, vivante, qui est venue de toi, dont tu dois faire le deuil. Mais même si on n'a pas eu un véritable enfant en chair et en os, on l'a eu dans notre tête. Et on l'a vu dans notre tête, on l'a imaginé et on l'a porté dans notre cœur. Donc la perte est réelle. La perte est réelle. Et à la fois de l'enfant, mais aussi d'une identité de mère qui est très valorisée socialement. Ben oui. Donc, tu le nommes super bien, c'est ça, c'est le deuil de porter un enfant, de donner naissance, tout ça. De vivre les joies, d'assister au fait qu'un petit être se développe et grandit sous nos yeux, mais c'est aussi le deuil d'une identité sociale. Et donc d'appartenance sociale. Exact. Et si je peux partager quelque chose qui m'a aidée particulièrement, en fait, il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée dans mon deuil à faire mon deuil de la maternité. La première chose, c'est parler. Parler. Donc, tout ce que j'ai, raconter mon histoire, être entendu, écrire sur le sujet, être connecté à d'autres FSE, je confirme que ça a contribué à tout mon cheminement et à mon évolution et à l'acceptation de cette situation-là, d'être sans enfant par circonstance. Et l'autre chose aussi qui a été un jalon important, c'est mon rituel de deuil que j'ai fait
avec ma famille. Mhm. Donc, en fait, j'ai choisi un rituel qui me représentait parfaitement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de planter un arbre avec les membres de ma famille dans un parc de ma ville. Donc, c'est un parc, une réserve. Donc, mon arbre ne pourra jamais être coupé, il va être protégé pour toujours. J'ai choisi l'essence, une essence forte, durable, québécoise. Et j'ai planté cet arbre avec ma famille. Et sous les racines de l'arbre, j'avais rédigé un texte qui disait pourquoi je rêvais d'être mère. J'ai lu le texte lors de cette cérémonie devant ma famille et ensuite je l'ai disposé sous les racines de l'arbre. Mhm. Et ensuite, bien, on a planté l'arbre et on est allé ensuite déjeuner ensemble. Et ça a été, je dirais pas que c'est ça qui a tout changé, c'est pas ça, ça s'inscrit vraiment dans un processus sur le long terme. Et pour moi, ce rituel a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Et ben, je tiens à dire qu'il y a autant de rituels que de personnes. Donc, je vous encourage vraiment, si vous regardez cette entrevue en ce début d'année, je vous encouragerais à essayer de réfléchir à comment vous pourriez créer un rituel pour vous-même, pour vous aider en fait, c'est à laisser aller le rêve d'être mère. Et le transformer, j'imagine, en une autre essence et naissance. Ah oui, c'est vrai, c'est beau, hein? Et puis peut-être en une vraie reconnaissance, en fait, aussi de ce passage. Enfin, j'entends qu'il y a, c'est très très beau ce que tu nous partages. Je te remercie vraiment de nous partager. J'entends il y a l'accompagnement vraiment comme d'un passage initiatique. Hein, Ouais. la maternité, c'est que ce soit dans le temps de la grossesse ou de la naissance ou du postpartum, c'est vécu souvent par les femmes comme un temps initiatique. Mm-hmm. De façon consciente ou inconsciente. C'est en tout cas, il y a une reconnaissance de la société de cette initiation à travers la maternité. Et ça me semble essentiel, ce que tu nommes là et ce que tu illustres là de cette ritualisation d'un passage. Et puis, j'entends que dans ce rituel, il y a une inscription aussi, je dirais dans le collectif, là, dans un parc qui offre toutes ses essences et sa beauté au monde et pour aujourd'hui et pour l'avenir aussi, pour le futur. Et du coup, ça me donne envie de, de te demander ce que ça représente que de maturer et vieillir sans enfant. J'entends beaucoup dans ma consultation chez les femmes et les hommes autour de la quarantaine s'exprimer cette peur-là. Finalement, la vie a été pleine jusque-là. Et puis, dans ce moment de la quarantaine où les gens se sentent pleins de leur maturité et aussi où ils voient leurs parents vieillir, il y a quelque chose autour de la question de vieillir sans enfant qui vient se poser. Est-ce que tu aimerais nous en dire quelque chose? Ben oui, mais avant, je voudrais revenir sur ce que tu as dit au sujet des rituels, parce que en t'écoutant, j'ai eu comme une autre pensée qui m'est venue. En fait, c'est que je trouve ça important d'avoir des rituels pour les femmes sans enfants parce que elles peuvent pas se rallier au même rituel que les autres femmes qui sont mères. Donc, elles doivent créer leur propre jalon pour leur propre vie. Et ça demande une réflexion parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans les mêmes jalons que les autres femmes ou dans des jalons qui arrivent automatiquement avec la naissance d'un enfant. Donc, je trouvais ça super intéressant, ce que tu disais, puis ça m'a fait vraiment allumer là-dessus que je voulais préciser. Ben pour vieillir sans enfant, ce que je peux dire, c'est que c'est une grande peur pour les femmes sans enfant parce que c'est l'inconnu, en fait. C'est la peur de l'inconnu. C'est est-ce que je vais vieillir seule
Est-ce que je vais avoir un conjoint ou une conjointe? Est-ce que je vais être en santé? Il y a beaucoup d'incertitudes et en plus, se rajoute à ben moi, j'aurai pas d'enfant, alors qui va s'occuper de moi quand je vais être âgée? Ça va être qui mon réseau? Qui va être là pour moi? Et ce sont des peurs très légitimes et très vraies à ne pas banaliser. Je pense que pour les gens sans enfants, je pense qu'une piste de solution, c'est de réfléchir assidûment à l'importance de se créer un réseau de gens diversifiés en âge, en statut, sur qui on va pouvoir s'appuyer, en fait, qui va servir de famille choisie pour être là pour nous entourer et pour se soutenir mutuellement. Parce que pour les gens sans enfants, la famille choisie, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que comme nous n'arrivons pas à créer une famille biologique, alors la famille choisie, c'est le conjoint, la conjointe, si on n'est pas célibataire. Si on est célibataire, ben là, c'est constitué d'amis, de collègues, ça peut être de cousins, de cousines, mais pas nécessairement pas uniquement de nos toujours de la famille d'origine. C'est ça. Donc, je crois que ça peut être un antidote puissant de commencer déjà dans la quarantaine, sans être obsédé par cette idée-là, là, mais juste de commencer à penser à comment on pourrait s'entourer de personnes qui pourraient être là pour nous soutenir en cas de besoin. Puis même aller jusqu'à penser à dans quel endroit je me verrais vivre quand je vais être une personne âgée. Penser à des idées, à des stratégies, à des lieux, à des idées de co-housing aussi. Moi, c'est quelque chose auquel je pense actuellement. Donc, c'est dans mes réflexions. C'est de la cohabitation, de l'habitat partagé, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense pour calmer les peurs ou l'anxiété par rapport aux peurs de vieillir seul, je pense qu'en ayant des stratégies pour essayer de planifier d'avance, ça peut être un agent très sécurisant, en fait. Ça me touche beaucoup ce que tu abordes là parce que voilà, j'ai des gens proches, des personnes qui m'inspirent ou qui m'ont inspirée dans ma famille et auxquelles je pense je me suis beaucoup identifiée et qui sont des femmes sans enfants ou qui ont été des femmes sans enfants. Je pense notamment à ma tante Marie sur laquelle j'ai écrit récemment, ma grande tante Marie, et j'ai envie de dire aux femmes sans enfants qui nous écoutent que les descendants de leurs branches connexes, d'une manière ou d'une autre, continuent à penser à elles le jour où elles ne sont plus là, et puis aussi que leurs transmissions sont extrêmement précieuses. Et voilà, il me semble que dans cette communauté destin de ne pas avoir eu d'enfant par choix ou par circonstance de la vie, toutes ces femmes ont un point commun à mes yeux, au-delà de ne pas avoir d'enfant de chair et d'os, c'est d'être chacune à leur manière, je dis souvent, des grandes mères pour le monde. Des femmes qui nous éclairent et qui transmettent. Comment est-ce que tu observes, toi, la transmission singulière, je dirais, et précieuse de ces femmes sans enfants, ou les transmissions singulières et précieuses? Comment est-ce qu'on pourrait les définir autrement que parce qu'elles n'ont pas, mais par ce qu'elles apportent de si important et précieux pour notre monde? En fait, ça peut prendre de multiples visages, cette transmission. Je peux parler d'exemples de femmes autour de moi. J'ai par exemple une femme qui est dans
le groupe de Montréal, qui, elle, a une passion pour les animaux sauvages. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transmet son savoir, elle met son savoir au profit du soin de ces animaux. Et pour elle, c'est comme de faire partie de la nature, du cycle de vie, de redonner, de prendre soin de ces Prendre soin du animaux. vivant. Oui, prendre soin du vivant, exactement. Une Artémis, je fais un clin d'œil à Odile Trèche, qui est notre spécialiste des mythes et des rites autour de l'enfantement. Et voilà, c'est prendre soin du vivant. C'est ça. Puis, si je peux parler de moi, de mon côté, mais je transmets. Moi, je veux en parler parce que je trouve ça super important. Puis je sais qu'il y a des femmes sans enfants qui n'ont pas la chance d'être tantes. Moi, je n'ai pas de. Je ne suis pas marraine. Et donc, je n'ai pas cette interaction-là avec des petits dans ma famille. Donc, moi, à qui je transmets, c'est à mes élèves. Donc, à mes élèves, c'est vraiment ma façon, l'endroit où je transmets beaucoup de mes valeurs, de mon énergie, de mes enseignements. À qui je transmets aussi beaucoup, c'est en amitié. Donc, par mon écoute, par ma présence chaleureuse. Ça, c'est une autre forme de transmission. Aux femmes sans enfants, je transmets un paquet de choses. Je suis là, je suis à l'écoute, je suis engagée. Pour moi, ça, c'est une autre forme de transmission. On peut transmettre aussi à travers notre créativité. À travers ce qu'on crée, si on est une artiste, même si on n'est pas une artiste, on peut créer des choses. Donc, on peut transmettre de multiples façons. Mais je sais que quand on est en deuil de la maternité, c'est très difficile de voir ces autres zones ou endroits ou façons de transmettre parce que ce qu'on voulait, c'est transmettre à notre enfant biologique. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'accepter ça avant de vouloir penser à qu'est-ce que je peux faire du reste de ma vie ou qu'est-ce que je vais faire de ce temps que j'aurai qui ne sera pas alloué à un enfant biologique. Je pense qu'avant tout, avant de se lancer dans une course effrénée à trouver à tout prix qu'est-ce que vous voulez faire du reste de votre vie, je pense que la première chose, si vous n'acceptez pas de ne pas avoir d'enfants, mais c'est tout simplement de ne pas accepter ça. De ne pas accepter le fait que vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Et après, ça va laisser de la place pour la suite, pour accepter, pour faire les deuils, et ensuite, quand ce travail-là va se faire progressivement, vous allez sentir qu'il va y avoir de la place pour autre chose. Tu nous as dit l'importance, je retiens l'importance du processus. Oui. Donner du temps au temps, et puis qu'il y a un temps à un moment donné pour la parole, pour l'expression, pour aussi la reconnaissance à travers l'histoire des autres et la reconnaissance de sa propre histoire, et puis qu'il y a aussi peut-être besoin d'étapes avec des rituels ou un rituel qui participe aussi de ce processus de deuil, d'acceptation et d'ouverture à d'autres formes de fécondité et d'enfantement qui sont, une fois encore, précieux pour le monde. En t'écoutant, je pensais aussi, tu évoquais tes parents tout à l'heure, et je pensais à ces parents qui sont quelque part des grands-parents sans petits-enfants, ou des parents sans petits-enfants, aux hommes aussi, aux compagnons ou aux compagnes de femmes sans enfants. Qu'est-ce que tu observes de la façon dont ils vivent cette situation? Est-ce que tu les as rencontrés, interviewés? Qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Tu sais, tu parles
grands-parents qui ne sont pas grands-parents. Puis tout de suite, je suis venue les yeux mouillés sur les bouches parce que, en fait, ce que j'ai réalisé en osant aborder ce sujet tabou avec eux, c'est que eux aussi, ils vivent une certaine forme d'exclusion. C'est-à-dire qu'ils s'auto-excluent, mais ils ressentent aussi un décalage entre eux et leurs amis de leur âge. Un peu le même décalage qu'on peut ressentir quand on n'a pas d'enfants et qu'on est entouré de gens avec des enfants. Donc, pour eux, comme ma sœur n'a pas d'enfants non plus, mais ils ne sont pas grands-parents. C'est sûr qu'eux aussi, ils ont un deuil à faire. Ils ont un deuil de cette identité de grands-parents qui, d'habitude, arrivent normalement dans le courant des choses, le cycle de la vie. Et je pense que pour eux, j'ose dire que c'est peut-être encore plus difficile parce que il y a peu de gens qui parlent de ça. Je ne sais pas, toi, si tu as déjà entendu parler. Moi, j'ai jamais vu un article sur le deuil des grands-parents sans petits-enfants. J'ai jamais vu ça. Donc, c'est vraiment tabou. Vraiment tabou. Donc, ils n'ont personne à qui en parler à part moi. Et la même chose pour les hommes, c'est aussi extrêmement tabou d'être un homme sans enfant. Je sais qu'il y a un groupe qui a été créé par un Australien qui s'appelle Michael Hughes, qui est très impliqué auprès des hommes sans enfants par circonstance. Mais il y a un chercheur aussi, un chercheur anglais qui s'appelle Robin Hadley, qui a étudié les hommes sans enfants par circonstance. Sinon, je n'en connais pratiquement pas. Donc, c'est encore plus, à mon avis, ça rajoute une couche de deuil et d'exclusion sociale pour ces groupes de personnes, puisque leur statut est peu discuté ou nommé dans la sphère médiatique ou même sur Internet. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est de leur offrir toute ma sensibilité parce que c'est pas facile de naviguer dans la société quand on se sent invisible socialement. C'est pas facile. Ouais, donc c'est vraiment une réalité, je dirais, à reconnaître, à apprivoiser, à intégrer, à accompagner aussi, on disait, par de la parole, des espaces d'expression, de reconnaissance, et puis par des rituels aussi, pourquoi pas. Mais toi, au cours de ces 10 dernières années, tu as développé d'abord cette écoute et puis aujourd'hui cet accompagnement thérapeutique. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur les différentes propositions que tu as développées? Tu as évoqué Meetup, tu as évoqué les consultations. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça, j'ai créé des groupes Meetup. Maintenant, il reste le groupe de Montréal, de Paris et de Genève. Tu peux nous dire en quelques mots comment ça fonctionne, un groupe Meetup? Tout à fait. Un groupe Meetup, dans le fond, c'est un groupe social où on se rencontre autour d'une activité commune. Donc, on peut avoir, par exemple, une passion pour les échecs, décider d'organiser un match d'échecs et se retrouver autour de cette passion. Donc, dans le fond, c'est des plateformes qui permettent aux gens de se retrouver autour de trucs qu'ils aiment faire ensemble. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, on est passé vraiment plus en mode virtuel, des rencontres virtuelles. Mais lorsque ça va être possible, ben c'est sûr que les rencontres en présentiel, c'est vraiment génial. Par exemple, à Montréal, on a un club de lecture qui fonctionne depuis plusieurs années déjà. Et on se rencontre à peu près aux 2 mois et on échange sur des lectures de notre choix. Sinon, à Paris, il y a eu des rencontres autour d'un café.
des rencontres virtuelles aussi. Donc, oui, c'est ça. Alors, ça, c'est ce que j'offre via Meetup. Et aussi, ce que j'offre maintenant depuis septembre, ce sont des rencontres individuelles en thérapie avec l'approche non directive créatrice. Donc, c'est une approche humaniste basée sur la relation empathique entre le client et le thérapeute. Donc, j'ai été formée au CRAM, une école qui a été créée par Paulette Portelance, donc créatrice de l'approche québécoise. Donc, en fait, c'est ça. Donc, j'offre des séances d'1 heure de thérapie. Et c'est sûr que je me spécialise dans l'accompagnement des femmes sans enfants à travers leur vécu là, de deuil. Et ça, tu le fais à distance? Absolument. De toute la francophonie, mais même, voilà, et si on est anglophone aussi, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Bon, super, merci beaucoup. Je rappelle aussi que sur ton site femmesansenfants.com, on peut vraiment trouver une mine d'informations, de témoignages, de ressources. Et que c'est extrêmement précieux. Puis on retrouve aussi toute ton actualité sur Instagram et sur Facebook, sur Femmes sans enfants, ou Catherine Emmanuel de Lille. C'est ça? Ouais. Donc, comme thérapeute, c'est en fait c'est Catherine Emmanuel de Lille, TRA, thérapeute en relation d'aide. Très bien. Est-ce que il y a un message clé que tu souhaiterais passer aux femmes sans enfants qui nous écoutent, ou à celles et ceux qui vivent auprès d'elles, c'est-à-dire nous tous? Ben, en fait, mon message est pour les femmes sans enfants. C'est à elles que j'ai le goût de parler. Donc, je trouve qu'on leur parle trop peu. Et voilà. Mais en fait, j'ai juste le goût de vous dire que vous êtes importante pour moi, que vous avez de la valeur. Et voilà, que vous comptez. Merci pour ton émotion là, et pour ce que tu viens de partager avec nous. Voilà, je te dis combien tu as de la valeur pour moi, et combien ton parcours et ce que tu offres et développes depuis toutes ces années est inspirant à mes yeux. Et puis je dis aussi à toutes les femmes sans enfants, ces grandes mères pour le monde qui sont autour de moi, de nous, celles que j'accueille aussi en consultation, combien vous avez de la valeur. Merci vraiment, Catherine et Emmanuel, pour ce message. Voilà, donc cette vidéo, vous pouvez la commenter, vous pouvez nous envoyer des messages, et puis voilà, retrouver plein d'infos sur le site de Catherine Emmanuel, femmesansenfants.com. Et j'avais aussi envie de partager 2 lectures avec vous, celles qui voudraient aller plus loin avant que Catherine Emmanuel n'écrive son livre. Donc, c'est La femme sans de Madeleine Chapsal, qui est un livre qui a une 20aine d'années, dans lequel elle raconte avec beaucoup de sensibilité son histoire de femme sans enfants. Et puis un autre d'Isabelle Tillman, Épanouie, avec ou sans enfants, qui est aussi une référence sur ce sujet, et qui l'aborde aussi avec beaucoup de sensibilité, dans une perspective peut-être plus thérapeutique. Ouais. Voilà, et bien je crois merci Estelle, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir.